Moteur. Action. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. אני חוזר, אני חוזר, אני חוזר, אני חוזר. On entame une nouvelle semaine et c'est un plaisir de vous retrouver, vous qui nous écoutez sur Radio Judaïka Strasbourg, le 102.9 FM dans l'émission Tzomet 67. Nous enregistrons aujourd'hui depuis Jérusalem. Aujourd'hui, émission spéciale consacrée au Salon de l'intégration en Israël, Orientation, qui sera en tournée dans toute la France. C'est Israël qui vient à vous ces prochains jours pour vous renseigner au mieux sur les différentes possibilités qui s'offrent à vous et pour vous accompagner au mieux dans vos démarches et demandes de renseignements. Ils seront aussi à Strasbourg, on en parle dans un petit moment. Avec nous aujourd'hui on retrouve Thierry qui a laissé sa voiture en double fil le temps d'enregistrer l'émission. Bonsoir. Bonjour Thierry, il est midi. Ah, il est midi. Oui, Bonjour. On a une groupie avec nous, Rebecca Dubreuil, comment tu vas? Une groupie, ça va très bien, merci. Voilà. Merci à toi. Nous avons aussi la non-présence de Uri Lévy, mais on entendra sa voix durant l'émission, ça change rien pour vous qui nous écoutez à la radio. Il n'est pas présent mais il tenait à nous faire son billet du jour. Et Arié Abitbol, directeur de la section Europe de l'expérience israélienne qui nous fait le plaisir de participer à notre émission. Bonjour Arié. Bonjour David. Alors de la magouille dans l'air, le grand salon de l'Aliyah ainsi que le nouveau single du chanteur Shlomo Artzi, tout ça c'est dans Tzomet 67 et ça commence maintenant. Avant de parler du contenu de notre émission et du salon Orientation, Uri Lévy, la parole est à toi. Bonjour David, bonjour chers auditeurs. Ma chronique d'aujourd'hui s'intitule Voyage en terre génocidaire, un business juteux. Janvier 1933. Hitler accède au pouvoir en Allemagne. S'ensuit tout ce que l'on sait, l'adoption des lois anti-juives, la nuit des longs couteaux, la Kristallnacht, le début de la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, d'abord en sa forme vulgaire, puis grâce à Adolf, un autre, Eichmann cette fois-ci, avec ses habits d'apparat. La machine atteint en effet son rythme de croisière, l'industrie de la mort produit à plein régime génocidaire, les cheminées fument de jour comme de nuit. Les camps de la mort en ont épargné peu, et ceux qui en sont revenus ont laissé une partie d'eux derrière cette fameuse porte au slogan Arbeit macht frei, le travail rend libre, si connu. Au début, les survivants n'étaient pas crus, considérés comme des fous, leurs récits pris pour des mensonges, en tout cas des exagérations. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup se sont longtemps tus, que d'autres, comme Primo Levi, ont préféré se donner la mort, cultivant ce sentiment de culpabilité d'avoir réchappé à l'horreur, alors que leurs frères ont succombé au supplice. Rapidement après le génocide juif s'est posé la question de la mémoire de ce pan dramatique de l'histoire juive, d'ailleurs pas autant uniquement juif que cela, mais plutôt universel. Mémoire donc, il est nécessaire que la mémoire de la Shoah se perpétue, se transmette, pas seulement aux enfants et petits-enfants des survivants, mais bien au-delà, pour que le fameux « plus jamais ça » puisse avoir une chance d'avoir force de loi. Simplement, comment faire? Inaugurer des musées, des mémoriaux, des stèles commémoratives, nix problème. Faire témoigner les survivants, un peu plus problématique, mais nous y sommes parvenus. Attendez, et pourquoi ne pas organiser des voyages de la mémoire? Au lieu de partir au ski à Courche, à Megève, ou plutôt pour les Israéliens d'aller se promener dans la forêt noire, on peut aussi de temps en temps aller faire coucou à la famille partie en fumée quand même. Excellente initiative née en 1988, qui compte entre autres projets la fameuse Marche des Vivants. Surtout que jusqu'à présent, les témoignages et les mémoriaux ne sont pas vraiment à but lucratif. Simplement, quand il y a rencontre entre peuple élu et business, souvent le bas blesse, et c'est là que les nations s'en délectent. La police israélienne a ouvert une enquête et arrête 9 agents de voyage israéliens sur la base de suspicions de fraude. Ils se seraient entendus sur les prix, des prix fort élevés, avant de se partager le marché des voyages de la mémoire. Faire de l'oseille sur le dos des ancêtres partis en fumée, au nom du devoir de mémoire, chapeau, fallait oser les mecs. Est-ce qu'il y a une remarque à ce sujet? Bah écoute, en tant qu'employé de l'expérience israélienne qui vient de rentrer dans le projet de la Marche des Vivants, j'avoue que c'est quelque chose qui est assez choquant d'entendre ça. Nous organisons des voyages depuis des années pour des jeunes en dehors d'Israël. On comprend l'importance de ce type de voyage pour leur permettre un petit peu de connaître l'histoire du peuple juif. Et pour nous, c'était important aussi de rentrer
dans le système éducatif israélien et de pouvoir proposer notre expérience de longue date sur les jeunes qui venaient des pays de diaspora. Donc pour nous, c'est une manière de rentrer. Alors certes, nous rentrons peut-être pas dans une période, je dirais, propice vu cette histoire-là, mais en tout cas, ça nous renforce sur l'idée qu'il est important d'amener ces jeunes-là de manière intelligente et de pouvoir leur montrer ce qui s'est passé il y a 67 ans et de comprendre notre place sur la terre d'Israël. Thierry, un commentaire à ce sujet ? C'est d'autant plus important d'après moi qu'il y a aujourd'hui en plus un combat justement sur la mémoire, sur l'histoire. On essaye de réécrire l'histoire, que ce soit en Israël, que ce soit en Europe de l'Est, que ce soit en Allemagne. Et les survivants sont de moins en moins nombreux. Et donc on essaie un petit peu de trafiquer ce qui peut rester de ces histoires-là. Donc c'est beaucoup plus facile après coup de réécrire. Donc c'est important de se rendre sur place et de conserver cette mémoire intacte. Donc c'est malheureux de salir un petit peu ces initiatives, ces voyages. Et donc j'espère que l'expérience israélienne, avec tout son savoir-faire, saura organiser des voyages sérieux. Merci Thierry, merci Ouri. On peut partir maintenant voyager gratuitement en Israël en prenant un aller simple. Et on en parle avec Ari Abitbol, actuel directeur de l'expérience israélienne section Europe et éducateur. D'abord, en quelques phrases, ton parcours pour qu'on puisse un peu te situer. Alors, j'ai grandi au Maroc et puis à l'âge de 18 ans, j'ai décidé de faire mon alia, de venir en Israël. Donc maintenant, ça fait un peu plus de 16 ans que je suis en Israël et puis j'ai travaillé dans différents domaines et secteurs liés à l'éducation, que ce soit dans des lycées, que ce soit dans des associations comme le CNEF. Et après quelques années passées en mission à Paris pour l'Agence Juive où j'étais responsable du secteur étudiant, du département étudiant, je suis depuis maintenant 4 ans responsable des programmes Massa pour l'expérience israélienne pour l'Europe. Donc ça c'est par rapport à mon parcours. Alors juste un petit mot, puisque je parle à la radio Strasbourg, j'ai un certain bon souvenir de la ville de Strasbourg, puisque mon frère, comme tout bon jeune Marocain, a passé 3 années de sa vie à Strasbourg. Il a étudié à l'Institut Pasteur, et donc chacun de mes étés, au lieu de les passer au Maroc, j'allais rendre visite à mon frère à Strasbourg. Donc je connais bien la ville de Strasbourg et c'est toujours un plaisir pour moi d'y passer, en espérant que cette fois-ci, lors du salon, nous aurons une grande affluence pour le salon. On passe d'ailleurs un grand bonjour à nos auditeurs de l'Institut Pasteur, s'il y en a, bien évidemment. Arié, faut se l'avouer, dès qu'on parle d'Aliyah ou de programme en Israël, on s'en mêle un peu les pinceaux entre Massa, expérience israélienne, agence juive, ministère de l'intégration. Avouez qu'on confond un peu tout. Définissons d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, chaque chose. Qu'est-ce que c'est Massa? Qu'est-ce que c'est l'expérience israélienne? Qu'est-ce que c'est l'agence juive? Alors, on va essayer de mettre de l'ordre, mais c'est vrai que c'est compliqué. Même pour nous qui travaillons dans le domaine, c'est parfois compliqué. Massa est un projet qui, on va dire, a un papa et une maman. Le papa s'appelle l'État d'Israël, le bureau du gouvernement. Et donc, c'est important de comprendre que 50% du budget Massa vient de la poche des Israéliens, du contribuable israélien qui paye pour permettre à un juif de diaspora de venir passer un certain temps en Israël. Et la maman, je dirais, donc la deuxième partenaire du projet, c'est l'agence juive qui, elle, par le biais de ses donateurs, du Keren HaYesod et d'autres donateurs, paye la deuxième partie des bourses du projet Massa. Le projet Massa existe maintenant depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Il a été créé par Ariel Sharon, qui voulait que, tout comme Taglit, que vous connaissez sûrement bien, chaque juif puisse venir passer entre 5 mois et 10 mois de sa vie en Israël, pour plusieurs raisons. La première, pour renforcer son identité. La deuxième, naturellement, c'est pour devenir des ambassadeurs d'Israël à leur retour dans leur pays d'origine. Et la troisième, éventuellement, mais qui n'était pas peut-être la raison de départ en tout cas, mais c'était d'encourager l'Aliyah et de permettre à un jeune qui n'est pas encore décidé de faire son Aliyah de faire un premier pas, de connaître Israël, et au terme de cela, de faire son Aliyah. Donc ça veut dire que par rapport à la question que tu posais, le ministère de l'Intégration, lui, ne s'occupe pas du projet Massa, mais éventuellement pour les jeunes qui décident au terme du projet Massa de faire leur Aliyah, alors ils passent sous la tutelle, je dirais, du ministère de l'Intégration. C'est gouvernemental, le Massa. Voilà, alors c'est semi-gouvernemental dans le sens où, comme j'ai dit, 50%
c'est lié au gouvernement, 50% c'est lié à l'agent juif. Donc on va dire semi-gouvernemental. Par contre, ce qui est important de dire, parce que je parle du mot gouvernemental, etc., il est très important d'expliquer que le statut du participant dans le cas de Massa est le statut d'un touriste. C'est-à-dire qu'il vient, il ne fait pas l'Aliyah, il ne s'engage pas dans l'Aliyah, mais il est touriste pendant 5 à 10 mois. Ça lui permet de connaître un petit peu et de découvrir le pays pendant cette période. Ça veut dire que dans le cadre du programme, il ne peut pas prendre la nationalité israélienne. Non, pas du tout. Il ne peut pas la prendre et s'il la prend, il perd la bourse Massa. Donc vraiment, l'objectif, c'est vraiment de connaître Israël en tant que touriste. Puis, puisqu'on parlait de mon parcours précédemment, moi, quand j'ai fait mon Aliyah, naturellement, Massa n'existait pas. Et c'est vrai qu'à l'époque, la difficulté, c'était de choisir tout ou rien. C'est-à-dire, où je fais l'Aliyah et je fais tout le système, les droits et les devoirs d'un Israélien, l'armée, etc., et tout ce qu'on doit faire, ou je décide, derrière ça, de ne pas venir. Aujourd'hui, il y a une troisième voie, c'est la voie Massa, c'est venir connaître Israël sans s'engager au départ. Et dans la mesure où ça se passe bien, on est heureux, on a envie de rester, on peut, au terme de Massa, prendre la nationalité israélienne. Alors à partir du 31 janvier et ce jusqu'au 8 février aura lieu dans plusieurs villes de France, Marseille, Strasbourg, Paris ou encore Lyon, donc un salon d'orientation. Merci. Un salon d'orientation qui s'adresse à toute personne entre 17 et 30 ans désireuse de vivre une expérience en Israël ou de s'installer en Israël sur le long terme. Certaines personnes attendent cet événement comme la nouvelle tournée de Johnny Hallyday dans l'Hexagone. Ari Abitbol, que propose ce salon ? Tout d'abord, j'aimerais dire que quand j'étais jeune, on m'appelait Johnny Hallyday. Non. Johnny ne sera pas là pour le salon. Donc, alors, qu'est-ce que propose le salon ? Je vais poser la question inverse. Qu'est-ce que ne propose pas le salon ? On est plus de 45 exposants à venir. On présente des programmes de toutes les sortes, que ce soit des programmes d'hôtellerie, de cuisine, de formation professionnelle, de stage, on va en parler peut-être après, de post-bac pour des jeunes qui veulent se préparer à l'université, pour rentrer dans les meilleures universités, le Technion et d'autres, etc. On va dire qu'aujourd'hui, un jeune qui veut venir dans le cadre de Massa, il faut vraiment qu'il soit de mauvaise foi pour dire à la fin, je n'ai pas trouvé le programme qui me convient. Puisque même pour ceux qui sont un peu difficiles et qui ont du mal à faire un choix, il existe aussi des programmes à la carte. Ce qui veut dire qu'en réalité, on peut choisir une palette de programmes, dans une palette de programmes, un programme qui puisse convenir à chacun. Thierry, il me semble que tu fais partie aussi de cette troupe, en dehors d'être chroniqueur à Radio Judaïka. Oui, tout à fait. Tout à fait, David. Comment ça se passe ? Vous êtes combien à partir ? Combien de personnes représentent l'expérience israélienne, représentent le salon ? Il y a une dizaine de personnes qui partent de l'expérience israélienne pour aller représenter donc les différents programmes sur les routes de France, même une vingtaine de programmes à peu près. Oui. Et donc quand on dit sur les routes de France, c'est-à-dire c'est les salons à proprement parler, c'est-à-dire dans des lieux d'exposition, donc à Marseille, à Paris, à Strasbourg, à Lyon, mais aussi dans les écoles. Dans les différentes écoles, justement, pour aller proposer des programmes, notamment pour continuer les études, donc des programmes d'entrée à l'université, post-bac, comme il en a parlé tout à l'heure. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est d'aller aussi à la rencontre des jeunes sur place un petit peu et de voir un petit peu quelles sont leurs attentes et quelles sont leurs demandes et d'améliorer d'une année sur l'autre, d'améliorer aussi l'offre. C'est-à-dire que chaque année, il y a de plus en plus de programmes Massa, des programmes Massa qui sont de plus en plus adaptés aux besoins. Donc il y a des programmes de préparation à l'armée, notamment pour garçons, mais aussi pour filles, ou au service civil israélien. Mais effectivement, comme l'a dit Arié tout à l'heure, il y a toute une palette de programmes dans tous les domaines. L'objectif du salon, complètement, c'est de connaître les possibilités. En général, on sort avec des dizaines de flyers et de prospectus d'un petit peu tous les programmes. C'est un premier stade. C'est un premier stade pour être au courant de ce qu'on veut et de sortir, on va dire, avec 3-4 options derrière ça. Donc, je précise simplement que dans le cas de l'expérience israélienne, nous avons pas mal de programmes, mais non seulement on a ces programmes-là, mais on a aussi une particularité, c'est qu'on a en fait un centre d'appel, un centre où les gens peuvent appeler gratuitement depuis la France et d'avoir une conseillère en programme à ça qui peut aider à choisir un programme adapté au profil du jeune en parlant selon son parcours, etc. Donc si on veut, on sort du salon avec un certain nombre de possibilités et puis après on vérifie quelle possibilité pourrait être la plus intéressante à tous les niveaux. Alors on va faire une petite courte pause musicale. Est-ce que Arié, vous écoutez de la musique israélienne ? Quel est votre chanteur et artiste préféré en Israël ?
Moi, c'est Shlomo Artzi. Ah, bah Shlomo Artzi. Mais ça tombe bien, c'est formidable. C'est formidable. C'était préparé. Non, c'était pas C'est préparé. même pas préparé. Et c'est lui qu'on va écouter son dernier. Il a sorti un nouvel album et on va écouter le premier single de cet album, Charot Layareach. C'est la nouvelle chanson de Shlomo Artzi. Petite pause musicale et on se retrouve après dans l'émission de Sommet 67. בסתיו ההוא הכל נגמר, חיפשתי נשמה קרובה, גופי הרגיש נורא רעב, מזמן הפסקתי להתאהב. אדם הולך ומתבגר, יוצאות לו כבר שיני בינה, ספק בודד, ספק חיוור, מתיישב על ספסל שבגינה. תוך חיפוש רחוב על שם חכם, עושה סיבוב פרסה לים. פתאום מוזר לראות אותך, זרועות פתוחות, חיבוק מושלם, כמו ציור של זוג אבוד, עומדים מחובקים ברחוב. כי צריך זמן וסבלנות להפוך את הלהטות למשי טוב. צועקת את, זוכר צלקת על היד, מחמל נפשי, אומרת את, שיער חניה לבן כמעט, יורדים בשביל למסוכן, לשעבר היה פה יד. אל תשרפי את הקשרים כמו בגדות של מבוגרים. אברח חכי לי בקצה, אם אבכה מה יצא לי מזה, אם אשתגע את בזה, כבר לא ידעתי איפה אתה, כבר לא שמעתי איפה את, על אופני המדף שום, פתאום הופעת לי בחצות. מחמל נפשי, שוב צועקת את, זוכר צלקת על היד, מחמל נפשי, אומרת את, שיער חניה לבן כמעט, יורדים בשביל המסוכן, לשעבר היה פה יד. לא אל תשרפי את הקשרים כמו בגדות של מבוגרים. שהכל זה מלמעלה, שהארץ כבר איבדה זהות, שקשה לתקן את הטעות, מצאתי לי אותך פתאום, רגשות קרים הפכו לחור, מחמל נפשי הכל נפתח, חזרנו שוב להיות ביד, מחמל נפשי, שוב צועקת את, זוכר צלקת על היד, מחמל נפשי, אומרת את, שיער חניה לבן כמעט, יורדים בשביל המסוכן, לשעבר היה פה יד. לא אל תשרפי את הקשרים כמו בגדות של מבוגרים. Charot Layareach, le nouveau single de Shlomo Artzi, sorti il y a un mois maintenant et on vous propose des nouveautés. Vous êtes de retour dans l'émission Sommet 67 sur le 102.9 FM, Radio Judaïque à Strasbourg, et on retrouve avec nous notre chroniqueur Thierry, toujours présent.
Oui. Et ben justement, j'ai une question pour Arié. Je voulais savoir un petit peu, et ça peut intéresser notamment nos auditeurs, comment réagissent les jeunes français justement par rapport à la situation en France et en Israël aujourd'hui, par rapport aux situations, comment ça impacte justement la présence sur les salons ou la participation ou l'envie de venir en Israël. Est-ce que ça change quelque chose ou est-ce que les choses restent en l'état? Alors on va essayer de parler de ça, que ce soit de la part des jeunes qui sont déjà en Israël, parce que je pense que c'est intéressant souvent on me pose la question, mais ça va les jeunes par rapport aux attentats en Israël, par rapport à ce qui se passe, la situation, etc. Je vais vous raconter une petite anecdote. On a un groupe qui se trouve à un endroit qui s'appelle le Bet Brodetsky, un programme qui s'appelle Prépa Tel Aviv. Il y a 2 semaines, on avait, j'imagine que tout le monde se rappelle de la fameuse course-poursuite, chasse à l'homme, je ne sais pas comment on dit ça, mais enfin, autour de ce terroriste qui avait fait l'attentat à Tel Aviv. Et une des rumeurs nous disait que peut-être il se trouvait dans la région à quelques rues de là où se trouvent les jeunes. Et en fait, on s'est rendu compte en réalité, au final, qu'il n'était pas là-bas. Mais c'est vrai qu'on avait, avec l'équipe encadrante, des questions par rapport à ça et c'est une certaine angoisse. On s'est rendu compte que les jeunes ont réagi de manière tout à fait calme, avec du sang-froid, un petit peu comme les Israéliens. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en réalité, après 2-3 mois, les jeunes commencent à se faire à la réalité israélienne, à voir les comportements d'un Israélien et garder leur sang-froid. Et surtout, je pense que ce qui fait la différence, c'est qu'ils font confiance aux forces de sécurité israéliennes et à leur savoir-faire dans ce type de situation. Alors, par rapport à la situation en France, je vous avoue, Thierry, que moi, c'est pas un sujet sur lequel j'aime rentrer. Je pense que l'avenir de savoir combien de jeunes vont venir en Israël ou pas ne doit pas être lié à la situation en France. Je pense que ça doit être surtout lié au fait que les jeunes peuvent comprendre qu'en venant en Israël, ça leur donne une opportunité de connaître les possibilités d'avenir en Israël, de pouvoir un petit peu connaître le terrain, connaître un petit peu la vie de tous les jours et pas la vie de vacances comme ils ont l'habitude de venir en vacances. Et donc, ça leur permet un petit peu de connaître ça. D'ailleurs, juste un chiffre par rapport à ça, Massa augmente à peu près, les chiffres de Massa augmentent à peu près de 20% par an depuis sa création. Ce qui veut dire qu'en réalité, indépendamment de la situation sécuritaire en France ou en Israël d'ailleurs, les jeunes continuent à venir, à venir. Et je pense qu'ils ne le font pas uniquement lié à ça, mais ils le font surtout lié au fait qu'ils sont contents de leur expérience, qu'ils entendent leur grand frère, leur cousin qui est content, qui est épanoui en Israël, et ben, ils continuent à venir, ils continuent à faire confiance au programme en Israël. Alors, quels ont été les véritables changements ces dernières années, justement? Est-ce que la demande a été du coup plus forte? Parce que entre les attentats de Toulouse en 2012, janvier, maintenant en novembre, encore des séries d'attentats, le manque de sentiment de sécurité pour les Juifs de France, est-ce que ça reste toujours la même chose et les mêmes... Non, ça augmente tous les ans, mais moi ce que je dis, c'est que vu que depuis 2008, où j'ai pris mes fonctions à Paris en tant que délégué, jusqu'à aujourd'hui, on a une augmentation quasiment de 20% tous les ans. D'accord, on a commencé à 500-600 participants en 2008 à aujourd'hui plus de 1600. Donc c'est vrai, une vraie augmentation assez linéaire par rapport à ça. Je pense que ce n'est pas uniquement lié à ça, puisque ça a commencé avant. Tout simplement un processus, un phénomène où les jeunes comprennent que par le biais de cette année-là, ils connaissent mieux le pays, ils découvrent le pays. Et en le découvrant, ils découvrent aussi la réalité. Et visiblement, ils font confiance à cette réalité. Il faut savoir que 80% des jeunes qui font des programmes, entre 80 et 90% des jeunes qui font des programmes post-bac, restent en Israël, font leur alia au terme des programmes. Et tout ce qui concerne les programmes post-académiques, c'est-à-dire des jeunes qui sont après leurs études, on a entre 50 et 60% qui restent en Israël dans un court terme. Je ne parle pas du long terme, où certains, notamment qui font des stages, ça leur prend 1 an ou 2 le temps de finir leurs études et après viennent en Israël au terme de leur programme. Donc je pense que ça peut même aller jusqu'à 70% si on regarde à plus long terme. Donc en réalité, moi je pense que ce n'est pas uniquement lié à la situation. Je pense que c'est également lié au fait que Israël est une véritable alternative pour un jeune qui comprend bien que venir à 18 ans, c'est éviter toutes les équivalences, c'est éviter de s'arracher avec une famille, avec des enfants. C'est un meilleur tremplin par rapport à son avenir.
Justement, on parle du salon Orientation qui aura lieu à partir du 31 janvier dans les villes de France. Est-ce que les parents, c'est plus les parents qui font les demandes pour leurs enfants? Est-ce que les enfants, des fois, sont en désaccord avec leurs parents? Comment ça se passe la relation parent-enfant et comment vous gérez ça? C'est une très bonne question parce que en réalité, et ça peut-être c'est la situation, la situation sécuritaire en France a peut-être changé ça. C'est vrai qu'avant, moi quand j'allais parler à des parents, j'avais des parents beaucoup plus sceptiques qui posaient beaucoup de questions. Il fallait même parfois aller jusque dans les maisons pour convaincre certains parents d'envoyer leurs enfants en Israël. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un véritable soutien des parents qui accompagnent ce processus-là, qui sont avec leurs enfants dans le processus. Et on va dire qu'il y a plus de facilité. De là à vous dire que les parents poussent leurs enfants à partir en Israël sans l'accord des enfants, on n'en est pas à ce stade-là. Mais bien qu'on ait affaire à des mamans et des papas juifs, n'est-ce pas Rebecca? Mais on va dire qu'aujourd'hui, les parents et les enfants sont dans un même mouvement qui pousse les enfants à partir en Israël. Alors, vous serez le jeudi 4 février 2016 à Strasbourg, à l'école Akiba à Strasbourg, de 16h à 19h30. Comment, plus particulièrement à Strasbourg, comment vous êtes reçus dans les différentes villes? Alors écoutez, nous on est, on va dire que sur Strasbourg, ça faisait 2 ans que nous n'étions pas allés. Je salue l'initiative de l'agent juif de retourner à Strasbourg cette année. Il est vrai que les années précédentes, pour des décisions techniques, le salon n'avait pas eu lieu à Strasbourg. Donc cette année, nous retournons là-bas, nous en sommes très heureux. Nous sommes très heureux d'être reçus par la direction de l'école Akiba dans le cadre de l'école et nous espérons avoir beaucoup de monde. On est en général très bien reçus, vous savez, on va dans les écoles, on est, comme nous disent souvent les directeurs d'école, nous sommes honorés d'avoir Israël qui se déplace à nous dans notre école, dans notre établissement. Donc c'est quelque chose sur lequel, comme à son habitude, la communauté juive française nous accueille toujours chaleureusement dans les différentes communautés. Il y a des personnes qui perçoivent, parce qu'on associe souvent orientation, l'expérience israélienne et les programmes à ça, à l'agent juif et entre guillemets, il y a toujours l'expression « fais pas ton agent juif » ou « bourrage de crâne » ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y en a qui ont peur de l'effet, puisqu'ils veulent rester dans leur communauté, ils veulent préserver leur communauté, qui craignent ces salons-là? Je vais en dire quelques mots, mais je vois Thierry qui sourit à côté de moi, donc peut-être je vais le laisser intervenir Ça d'abord. m'arrive de temps en temps. Non, c'est effectivement moi ce que j'aime personnellement dans ces programmes et dans les programmes proposés par l'expérience israélienne en particulier, parce que c'est ceux que je connais le mieux, c'est que on dispose, on propose, on dispose, et ensuite après effectivement, non, on propose et les jeunes disposent. C'est-à-dire que on leur montre un petit peu ce qui existe en Israël. Au niveau de l'hébreu, de la culture, on leur donne des outils pour connaître vraiment la mentalité. On leur fait rencontrer des Israéliens. On leur fait toucher un petit peu à tous les éléments de la vie israélienne. Et ensuite, comme ils sont effectivement dans ce statut de touristes et qu'ils sont absolument pas engagés vis-à-vis d'Israël, donc ils ont le temps de revenir un petit peu sur leurs préjugés s'ils en ont. Et ils ont le temps de se faire une idée un petit peu réelle et concrète. Et ils ont vraiment la possibilité de voir par eux-mêmes et de faire travailler justement leur esprit critique. Donc il n'y a absolument pas de... C'est vrai qu'il y a une part culturelle, c'est-à-dire qu'on leur présente des endroits forts de la culture israélienne ou du judaïsme ou autre. Et donc c'est vrai que ça leur permet de rencontrer un peu cette culture israélienne ou juive qu'ils ont parfois laissée de côté. Mais donc il y a ce côté-là engagé d'un côté, mais d'un autre côté, ils sont absolument pas obligés. C'est-à-dire qu'au bout de ces quelques mois, ils ont la possibilité de choisir. Et en tout cas, s'ils décident de revenir en France, ils rentreront enrichis d'une expérience très très forte de valeurs, une expérience humaine et autres. Donc il n'y a pas du tout de volonté de on les pousse pas à venir faire leur alia derrière, on leur pousse pas à venir en Israël ou abandonner la France. C'est vraiment eux qui décident de s'associer soit au dynamisme économique d'Israël, soit... c'est important que ce soit dit, que ce soit pas que... Et c'est pour ça que je le dis, mon cher David. Quelque chose à rajouter? Je voulais juste rajouter, moi ça me fait toujours sourire cette expression bourrage de crâne, et je réponds toujours quand on me dit ça que je n'ai pas pour habitude de mépriser le crâne ni le cerveau de quelqu'un. Je veux dire, un être humain bien pensant à 18 ans ou même à plus que ça, c'est exactement ce qu'il veut de
de son avenir, et c'est pas parce que je vais lui faire un discours sioniste qui va forcément adhérer. Chacun décide ce qu'il veut faire de son avenir. Celui qui veut venir au salon à Paris ou à Strasbourg ou ailleurs est libre de le faire, et je pense pas que ce soit lié à un bourrage de crâne ou parce qu'il a écouté une publicité à Radio Judaïka, tout simplement parce que il a envie de venir et qu'il adhère au projet de retourner sur sa terre. Alors, l'émission va bientôt toucher à sa fin, mais Déjà il faut quand même qu'on parle de l'essentiel. Non. Salon orientation, donc le 31 janvier, 4 février, 7 février et 8 février à Marseille, Strasbourg, Paris et Lyon. On peut parler du contenu. Quels sont les programmes proposés et que vous proposez, Aria Bitbol? Alors, on propose vraiment une grande diversité de projets, que ce soit des jeunes de 18 ans. On a des programmes phares tels que le programme prépa au Ternion qui permet aux jeunes de rentrer au Ternion et d'étudier toutes sortes d'études d'ingénierie. Je racontais la dernière fois qu'on avait eu la visite en Israël du ministre des Finances, M. Emmanuel Macron. Et il avait eu l'occasion de rencontrer nos jeunes qui ont fait le projet prépa. Et c'est vrai que ça lui permettait de se rendre compte en réalité de la qualité des jeunes qu'on arrivait à faire venir en Israël dans le cadre de nos projets. Et de sa frustration de ne pas avoir réussi à les garder en France. Ça, je me gardais de le dire, mais si vous le l'aurais dites dit vous-même, alors je l'avoue. Mais par rapport à ça, donc on a toutes sortes de projets comme cela. On a naturellement un projet qui fait peut-être pas bruit, bien que ces derniers temps on essaie d'en parler de plus en plus. C'est le projet Stagierim, qui est en fait la possibilité de faire un stage en Israël. Aujourd'hui, un jeune a l'occasion et l'obligation même, je dirais, à l'université de faire des stages. Alors moi je dis pourquoi pas Israël, pourquoi ne pas tenter cette expérience-là en Israël plutôt que de rester chez papa et maman et d'aller au stage. Ça permet à la fois d'améliorer son anglais, ça permet de gagner en maturité, ça permet de gagner une expérience internationale et surtout ça permet de connaître le marché du travail israélien. Si un jour ce jeune-là veut venir, alors on a une nouveauté, c'est que en fait jusqu'à présent on cherchait des stages selon la demande. Aujourd'hui, à part le fait de chercher le stage à la demande du participant, on a également ce qu'on appelle des stages, des opportunités qui s'offrent dans des sociétés. Et donc, on a sur notre site www.stagisrael.org la possibilité de voir des stages, des propositions de stages dans différents domaines, dans différents endroits. Donc j'invite nos auditeurs à aller voir. Et donc il y a cette possibilité de chercher donc un stage un petit peu partout. Je me permets quand même de donner le numéro vert par rapport aux jeunes ou aux parents qui chercheraient des programmes, ou aux grands-parents. Parfois, on a l'occasion d'avoir une mamie qui appelle pour son petit-fils pour l'aider à trouver un stage. Et nous aimons ce type d'initiative. Le petit-fils, 01 pas forcément. Mais... 84 88 56 60. Voilà, donc c'est notre numéro par rapport aux différents projets. Donc là, j'ai donné quelques exemples de projets, mais il est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut faire absolument toutes sortes de projets. On doit avoir le bac, les conditions d'admission dans un programme. Pas nécessairement. Il existe également des programmes pour des jeunes qui n'ont pas le bac. Donc voilà, il est possible de trouver tout type de programme de 17 à, pas 77, mais à 31 ans. Excellente initiative en tout cas, merci beaucoup Aria Bitbol. Je rappelle que vous êtes directeur de l'expérience israélienne de la section Europe. Merci beaucoup Thierry et Rebecca pour la bonne humeur dans cette émission. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, midi, sur le 102.9 FM. Et vous pouvez nous retrouver aussi. Nous avons une rediffusion maintenant les mercredis à 20h30, c'est tout nouveau. Ainsi que sur Facebook, sur la page Tsomet 67 ou encore en podcast sur le www.radiojudaïcastrasbourg.fr et sur notre chaîne YouTube. Voilà, toutes les plateformes pour pouvoir nous écouter et rester avec nous. À très bientôt, très bon week-end. Au revoir.